mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut, Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, commence pas, là. Sois sérieux. As-tu remarqué que depuis comme un mois et demi, là, t'as trop de fun, là, cette chronique-là? Effectivement. Sois un peu plus sérieux. Parce qu'on parle de conspiration puis de complot. Puis, écoute, il y a peut-être des extraterrestres qui vont faire une ponction dans un de tes orifices. Donc, prends ça au sérieux. Tu voulais faire des précisions, toi? Ah oui, à propos de ma chronique de la semaine dernière. Oui. Alors, j'ai l'impression... C'était très drôle, en passant. Oui, mais j'ai l'impression un peu de parler chinois. D'abord, il y a quelques petites rectifications que je dois mentionner. Ah, tu vois, Normand et moi, on se dit la même affaire. Oui, hein? Il y a des fois, faut que tu précises, oui, pour ça. être bien compris. D'abord, dans un premier temps, j'ai reçu beaucoup de courriels à propos de ça et je voulais dire que lorsque j'utilise dans cette chronique l'expression amateur de complot, les tenants du complot, il n'y a rien là-dedans de péjoratif. Hein. J'utilise cette expression-là essentiellement pour essayer de déterminer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas au complot. Donc, c'est pas une insulte. Non. Donc, s'il y a des gens qui se sentent un peu vexés parce que j'ai parlé des tenants du complot, les amateurs de complot, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. OK. Première chose. C'est noté. Première question. Ensuite de ça, est-ce que la semaine dernière, je n'ai jamais dit que les chemtrails, c'était pas vrai? Hein? Si on se rappelle bien, là, si on remet dans le contexte, T'as pas dit non plus que c'était pas faux. Non, j'ai dit, on n'a pas de preuve de ça, mais il faut garder l'esprit ouvert parce qu'il y a eu des précédents. On sait que les services américains, par exemple, la CIA, ils ont eu un saupoudrage, en fait, de substances semblables à du LSD sur un petit village en France. On sait que dans les années 50, par exemple, ils ont mené des projets un peu douteux comme le MK-Ultra, dont on a déjà parlé ici à cette chronique. On sait également qu'ils ont inoculé de façon volontaire la syphilis, par exemple, sur des populations noires aux États-Unis pour voir quelle serait la propagation de ce virus-là. Donc, on sait que ces agences-là ont parfois des activités qui sont peu louables. Donc, l'idée d'un chemtrail, c'est possible. Donc, je n'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit que il faut garder l'esprit ouvert, mais qu'on manquait de preuves. Et à tous ceux qui voudraient faire œuvre d'éducation et de pédagogie et qui m'écrivent à ce sujet-là, je dois malheureusement leur rappeler, je sais que je vais sûrement en choquer plusieurs, là, mais une vidéo sur YouTube, ce n'est pas une preuve. Ah non? Non. Si tu cherches bien, Benoît, tu vas même trouver une vidéo sur YouTube, extrait de Dossier Mystère, où je me fais capturer moi-même par un Bigfoot. Et crois-moi, ce n'est jamais arrivé. Ah non? Non, pas du tout. Okay. Donc, les vidéos YouTube... Il n'y a pas eu d'histoire d'amour, rien, là? Non. Et ce n'est pas donc... Les vidéos YouTube, ce n'est pas une preuve. En fait, là où ce que je dis, il manque de preuves, il faut bien savoir que dans le cas des chemtrails, on prend simplement ça. Ça fait à peu près 20 ans maintenant que ça perdure, cette histoire-là. Et les preuves sont excessivement anémiques. On n'a pas vu, par exemple, de pilotes dûment accrédités qui pouvaient montrer, par exemple, des missions de vol où on avait procédé à ces saupoudrages de gaz aéroportés. On n'a pas vu non plus des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies chimiques dire voici, nous avons fabriqué ces gaz-là. On n'a pas vu non plus des ingénieurs qui montaient ces bacs de gaz à l'intérieur des avions pour le saupoudrage. Donc, ici, on parle de dizaines, sinon de centaines de personnes qui seraient impliquées dans un truc comme ça. Et on le sait très bien, en journaliste, il est difficile de garder un secret en 3 ou 4 personnes. Alors, lorsque l'on parle ici de centaines d'individus qui auraient été impliqués dans une opération comme celle-là qui perdure depuis 20 ans, on s'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de fuites que ça, si ce n'est, hélas, quelques vidéos sur YouTube. Alors, voilà, c'était mon propos à propos des chemtrails. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est faux, mais les preuves restent un peu anémiques. Je vais ajouter une chose, Christian, puis je t'implique pas là-dedans, mais je le fais à mon compte. Quand vous écrivez et que vous n'êtes pas d'accord, écrivez donc comme du monde. Pas besoin d'insulter puis dire t'es un tarlat, t'es un tata. J'en ai vu passer. Puis je me dis, garde, ça donne pas le goût d'entrer dans un dialogue et d'échanger avec les gens. Alors, si vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord, écrivez comme du monde. Sinon, on va vous la revirer par la tête, votre commentaire. Ouais, parce que les gens qui me connaissent bien savent très, très bien que je suis toujours ouvert aux discussions, tout ça. Puis ça me plaît d'ailleurs d'échanger avec les gens. Puis qu'on ne soit pas du même avis, c'est tout à fait, on est dans un pays démocratique, donc c'est bien. Mais c'est sûr que, bon, à l'insulte... Sur un ton voilà. civique. Donc, Harry Houdini? Ben oui, j'aimerais te parler cette semaine d'Harry Houdini parce qu'il y a quelques jours, on fêtait le 135e anniversaire de naissance de ce maître de l'évasion. Hein. Il est né en Hongrie en mars 1874 sous le nom de Eric Weiss. Ses parents ont déménagé aux États-Unis où il s'est établi. Donc, on connaît bien, en fait, la carrière de Houdini, maître de l'évasion, le premier à faire des grandes illusions, comme par exemple faire disparaître un éléphant. Et puis ensuite, bon, évidemment, on est allé crescendo parce que, bon, David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté et compagnie. Mais on s'inspire beaucoup d'Harry Houdini. Est-ce qu'on connaît le truc de ça? Hein? Il paraît qu'on faisait tourner l'auditoire pour ce qui est de la Statue de la Liberté.
Non. Oui, on a fait tourner l'auditoire. Donc, en fait, le public regardait dans une direction où la statue n'y était plus. Mais en fait, on a fait simplement, les publics étaient placés sur une plateforme. Oh, je ne voudrais pas trop en dire, c'est un secret bien gardé. Es-tu sérieux? Oui, oui, absolument, c'est un secret bien gardé. Tu viens de coûter 100 millions de dollars, toi, là. Donc, ce que les gens savent moins, par exemple, à propos d'Harry Houdini, il y a quand même deux petits détails assez amusants. La mort d'Harry Houdini a, en fait, commencé à Montréal. Et ça, peu de gens savent ça. En fait, Houdini logeait au Queen's Hotel, qui était d'ailleurs pas tellement loin du planétarium de Montréal aujourd'hui. Et pas le Queen Elizabeth. Non, le Queen, okay. qui n'existe plus maintenant, l'hôtel Queen. Et Houdini donnait une série de spectacles au Princess Theatre, ici même à Montréal. Et qui est devenu ensuite le cinéma Parisien 5, qui n'existe plus, je crois, maintenant, mais qui était l'ancien Parisien 5. Et lors d'une de ces réceptions, on est en fait le 22 octobre 1926, Houdini reçoit en coulisses un groupe d'étudiants de l'Université McGill. Et alors qu'il parle avec ces gens-là, il leur dit qu'il a développé toute une série de contrôles physiques qui lui permet notamment de pouvoir absorber des coups à l'abdomen. On pourrait même prendre une grosse brique, la briser avec une masse sur son abdomen. Et alors qu'il raconte ça aux étudiants, l'un d'entre eux, qui est une sorte de vedette du catch à l'Université McGill, s'élance et lui donne un solide coup de poing à l'abdomen. Houdini ne réagit pas. Il sourit en disant « Ah, je vous l'avais bien dit », mais en réalité, il a mal pris le coup. Il a senti une vive douleur à ce moment-là. Donc, le soir même, il a pris le train pour se rendre à Détroit. Il a souffert toute la nuit durant le trajet de cette douleur-là à l'abdomen. Il a passé sa journée à Détroit à préparer son nouveau spectacle qui devait être présenté le soir même. Et après le spectacle, il a été admis à l'hôpital de Détroit, où il est mort finalement le soir de l'Halloween en 1922. À cause d'un coup donné à Montréal. À cause de ce coup donné à Montréal. Et le constat de décès a été constaté donc le soir de l'Halloween 1926 à l'hôpital de Détroit. Et la cause du décès, c'est éclatement de l'appendice. Donc, il est mort d'une péritonite due à ce coup reçu ici même à Montréal. Donc, bravo. Bravo, sans dessin. L'Université McGill n'a pas fait que des génies. Non, tout est Il y a un autre truc que je voulais dire à propos de Houdini. Oui. C'est qu'il y a un autre aspect de ce personnage-là qu'on connaît moins bien, c'était son intérêt pour le spiritisme, entre autres. Évidemment, on connaît Houdini, le magicien, l'illusionniste, mais on connaît moins bien le Houdini, chasseur de médiums. Là, on parle excuse-moi, mais on parle de quelle année, à peu près? On parle au début des années 20. À partir de 1921-22, Houdini s'est lancé dans une véritable guerre contre les médiums. Il faut comprendre qu'au décès de sa mère, Houdini avait une véritable vouait une admiration presque sans borne pour sa mère. Et au décès de sa mère, Houdini s'est tourné vers le spiritisme en espérant contacter sa mère. Et malheureusement, il est tombé d'un escroc à un autre et rapidement, il a dénoncé ces tours-là comme étant des fraudes. Et ensuite de ça, Houdini a mis un peu ce chapeau du chasseur de médiums. Donc, même dans ses conférences, dans ses spectacles, il dénonçait les médiums, reproduisant sur scène des manifestations de fantômes, etc., parce qu'il en avait vraiment contre ces médiums. Mais Houdini, malheureusement, a tombé dans le piège, disons, de lui-même s'adonner à de l'escroquerie pour dénoncer des escrocs. Et ça, peu de gens savent ça. Par exemple, dans les années 20, en Europe, on avait produit ce qu'on appelait des moulages spirites. Bon, évidemment, tout ça va te paraître ridicule. On pourra longuement en parler. Non. Je vais essayer de raconter très rapidement ce qui se passait. Donc, il y a des médiums. C'était évidemment le début du rationalisme. On se disait, si les esprits peuvent se manifester. Et les esprits se manifestaient par une substance qu'on appelait l'ectoplasme. C'est une sorte de substance éthérique qui se dégageait des orifices des médiums, soit par le nez, soit par les yeux, la bouche. C'était comme blanchâtre. Ouais, c'était comme une sorte de vapeur blanchâtre. Et ces formes-là, cette substance blanchâtre-là, pouvait prendre la forme de mains, de visage, d'une partie de corps de défunt. Donc ça a été assez courant dans les années 20, fin des années 10, début des années 20. Et puis en France, à l'IMI, l'Institut métapsychique international, on s'est dit, si ces substances peuvent sortir du médium, est-ce qu'on pourrait en faire des moulages? Alors là, un médium, entre autres, un dénommé Franek Klauski, a été amené dans une salle. On lui a demandé de contacter des esprits. Et Klauski a produit donc des ectoplasmes. Et les ectoplasmes ont accepté de placer leurs mains dans des bacs de paraffine bouillante pour faire des moulages de leurs mains, de leurs pieds, de leur visage.
OK. Cela étant dit, Oui. certains de ces moulages-là, et je les ai vus, ces moulages-là, ils sont très impressionnants. Ils ont été produits donc au début des années 20. Ce sont des mains, elles ont toutes les caractéristiques de mains humaines, mais ce sont des mains beaucoup plus petites que des mains humaines. Hein. On parle de mains qui ont à peu près la dimension d'une main d'un enfant de 5, 6 ou 7 ans. Et parfois, on ne parle pas d'une seule main, on parle de 2 mains. Des fois, les doigts sont entrecroisés, ou lorsqu'il s'agit d'une seule main, le poing est fermé. Donc, tu comprends, si c'était un moulage en cire, j'avais moulé ça autour de ma main, ben, il aurait été difficile pour moi de retirer le moulage si ma main était pliée ou les doigts étaient pliés ou joints entre eux. Et qu'est-ce qui dit que c'est pas des mains d'enfants qu'on a? Écoute, on pourrait faire tout un débat autour de ça et j'avoue personnellement favoriser l'hypothèse de la fraude. Donc, je n'irai pas plus loin, là, mais je favorise l'hypothèse de la fraude dans le cas des moulages spirites. Quoi qu'il en soit, Houdini, lorsqu'il faisait des démonstrations publiques, il savait très bien que les gens qui assistaient à ces spectacles n'avaient pas vu de ces moulages. Alors, ce que Houdini faisait, il plaçait sa main, les doigts bien tendus dans des bagues de paraffine, n'enfonçant jamais sa main au-delà des renflements charnus du pouce. Hein, parce qu'au-delà, évidemment, lorsque tu tombes au poignet, on comprend que le moule va être difficile à sortir. Et là, il faisait ça comme ça 2-3 fois, montrait ça aux gens, puis il disait, voici, c'est comme ça que les médiums s'y prennent. C'était un peu frauduleux, parce que je ne sais pas quel était le truc utilisé par les médiums, mais quand on voit les véritables moulages spirites, c'est clair que ces gens-là n'utilisaient pas cette technique montrée par Houdini. Même plus tard, hein, c'était en 1922, je crois, Houdini avait été demandé par l'American Society, l'American Scientist, pour faire une série d'investigations sur les médiums. Et écoute bien ça, elle est solide, ça là. Donc, Houdini se trouve en spectacle à ce moment-là. C'était la société, la Scientific American, décide d'organiser une série de séances avec une médium, Marjorie Crandon. Donc, on la reçoit, Marjorie Crandon fait ses démonstrations et les gens du panel de conseil sont convaincus de l'authenticité du médium. Lorsque Houdini revient de ses spectacles, on l'accoste, on lui dit, voici, on a testé une médium et à notre avis, Marjorie Crandon est tout à fait authentique. Houdini, évidemment, dit, il n'en est pas question, il n'est pas question que j'endosse l'authenticité de cette médium. Il demande à refaire 3 séances avec la médium. Et pour pouvoir mener à bien l'expérience, il fait construire une sorte de boîte qui ressemble, tu sais, ces anciens pupitres avec le panneau qu'on soulevait. Donc, il utilise un truc un peu comme ça. Il perce des trous de chaque côté et un trou sur le dessus. Si bien que la médium s'encastre dans cette boîte-là, les bras sortis de chaque côté, la tête qui sort au-dessus, et Houdini fait placer dans la boîte une clochette ou des petits trucs comme ça, et là, il dit à la médium, si vous pouvez contacter les esprits, demandez-leur de refaire sonner la clochette ou des petits trucs comme ça. OK. La suite d'Houdini après cette pause. Okay. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Allô? Oui. Il y a quelqu'un qui sonne avec Christian Page, Christian Houdini. Oui, pour en finir avec Houdini, donc en 1922, il y a cette commission du Scientific American qui teste des médiums. On demande à Houdini de faire partie du panel. Et au moment où Houdini se trouve en spectacle à l'extérieur du pays, on teste une médium, Marjorie Crandon, et elle convainc les membres du panel de l'authenticité de ses pouvoirs. Lorsqu'Houdini revient, on lui annonce la nouvelle. Houdini refuse. Il va faire construire une sorte de boîte dans laquelle on va enchasser la médium et il va demander à ce moment-là 3 nouvelles séances avec elle. Il place dans cette petite boîte qui ressemble un pupitre, une cloche par exemple, des petits objets et il demande à Marjorie Crandon de faire sonner la cloche par exemple. Et la cloche sonne. Houdini est un peu surpris parce que, on ouvre le pupitre, on trouve pas comment ça va se faire. Et à la 3e séance, au moment où la cloche sonne, Houdini ouvre le fameux pupitre et trouve ce qu'on appelle un pied de roi. Tu sais, ces règles qu'on dépliait, utilisées notamment dans le domaine de la construction. Et là, Houdini exhibe le pied de roi comme ça et la règle en question. Et il dit, voici, c'est une fraude. Marjorie Crandon a utilisé ça. Et là, il soutient que Marjorie Crandon aurait placé la règle entre ses seins, qu'elle aurait bougé la poitrine pour faire sonner la cloche. Mais on va apprendre après la mort de... C'est une drôle d'explication. Oui, absolument. Mais on va apprendre, pour en finir avec Houdini, disons qu'on va apprendre après son décès. Ils viennent pas d'interdire ça à Québec, là, les Oui, c'est ça, c'est devenu illégal. Mais on va apprendre après la mort d'Houdini en 26, de la bouche de son secrétaire personnel, que c'est lui-même, Houdini, qui avait introduit la règle
dedans le pupitre en question pour discréditer Marjorie Crandall, parce qu'il n'avait aucune idée de quelle façon la médium s'y prenait pour faire sonner la dite cloche en question. Donc on voit c'est un petit peu malheureux que Houdini se soit lancé dans des trucs comme ça pour discréditer des médiums, même si bien sûr je pense que son idée était vouable de dénoncer la fraude et l'escroquerie qui était nombreuse. Est-ce qu'on a appris comment elle faisait sonner sa Non, cloche, Marjorie Crandall, non, mais je voudrais demander à son mari. Il n'y a pas une vieille tonne disco, Ring My Bell, qui voulait dire autre chose? Oui, absolument. OK, il reste comme 2 minutes et demie. Mais écoute, passons rapidement à une petite nouvelle d'actualité. Il y a 6 jours a pris fin au Vatican une réunion qui, en fait, il y a quelques jours, il y a une réunion qui a duré 6 jours, qui se tenait au Vatican et qui réunissait en fait des ecclésiastiques, mais également des médecins, des psychiatres, des professeurs, des intervenants auprès des jeunes. Et l'idée de cette réunion était de discuter de la présence du diable, de la possession diabolique au satanisme, parce que visiblement le Vatican, pour faire rapide, le Vatican est de plus en plus préoccupé par la multiplication de sites consacrés au diable qu'on peut retrouver sur Internet ou dans Internet. Et le Vatican lui-même a annoncé que depuis l'avènement de Internet, le diable, en tout cas les cas de possession diabolique, s'étaient multipliés, ainsi que les cas d'exorcisme sauvage, c'est-à-dire donc des gens qui vont aller glaner de l'information à gauche et à droite sur Internet et qui vont se lancer eux-mêmes dans un rituel d'exorcisme. Ce qui n'est pas une bonne idée. Non, absolument, parce qu'il y a plusieurs de ces cas-là qui se sont terminés par des décès. Encore là, le Vatican rappelle que le rituel du grand exorcisme ou exorcisme majeur ne s'improvise pas, ça doit être fait par des ecclésiastiques dûment reconnus, et toute cette idée du retour à l'exorcisme s'inscrit dans cette vision, cette volonté de Benoît XVI d'en revenir à des rituels traditionnels de l'Église. Le problème ici, c'est qu'on ne frappe peut-être pas nécessairement sur la bonne cible, parce que lorsque l'on regarde dans l'ensemble le phénomène du satanisme, parce que ça a été surtout le nom souvent évoqué, le mot souvent évoqué, le mot maudit évoqué lors de ces réunions, mot satanisme. Malheureusement, quand on regarde les grandes enquêtes faites par les sociologues, par exemple, sur le satanisme, en particulier aux États-Unis, on découvre que dans le satanisme, c'est une mauvaise vision que celle qu'on a du diable, parce que dans le satanisme, on pourrait faire, à un moment donné, je propose peut-être de faire un dossier complet ici sur le satanisme, mais dans le satanisme, il n'y a pas réellement de figure diabolique. Le grand satanisme orchestré, organisé aux États-Unis, c'est en fait une culture en fait hédoniste. Je suis le diable, mon corps est l'enfer, et je me permets de me livrer à tous les plaisirs. Écoute, on s'en reparlera le soir, la soirée des élections. Hein? On fera un spécial satanisme. Sors de ce corps! Merci, Christian Page. Ça fait plaisir. Toujours un grand plaisir. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos appels et vos courriels. Vous savez, c'est toujours très apprécié, même si je ne réponds pas toujours. Je les lis souvent au complet. Alors, merci. On se reparle demain dès midi. Il y a Paul Oud qui suit après cette pause. À demain.